va se diviser en deux temps importants. Un premier temps sur les propos, enfin, sur l'approche juridique et notamment les sanctions des propos racistes et antisémites. Et puis, dans un deuxième temps, sur les actes de discrimination, puisqu'en fait, ce sont deux versants juridiques d'un point de vue strictement du droit qui sont différents. Donc, on a divisé en deux. Évidemment, ces thématiques-là on va centrer sur le racisme et l'antisémitisme, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres motifs, comme en ont déjà parlé les intervenants ce matin, qui sont notamment liés à la haine des homosexuels. Ce sont les mêmes sanctions, hein. Donc voilà, je voudrais juste le préciser, juste en amont. Et puis, il ne faut pas oublier que de toute façon, le racisme et l'antisémitisme, même si on ne va pas trop s'attarder dessus ce matin, sont des circonstances aggravantes de nombreux crimes et délits. Alors, tout d'abord, donc, sur les propos racistes et antisémites, sur l'approche juridique, je vais donner la parole à monsieur Emmanuel Dobonneau. Merci Siam. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par rectifier. Moi ça va être une approche plutôt historique. Non, mais non, parce qu'en fait je suis historien et effectivement j'ai travaillé sur l'histoire de la première législation française contre le racisme, le décret-loi Marchandeau de 1939, et l'ensemble des débats qui ont conduit après à l'adoption de la loi mal dite, Pleven, on pourrait y revenir, en 72. Voilà. Donc c'est évidemment en historien que je m'exprime, hein, et mon propos justement vise à réintroduire un peu d'histoire. J'ai pas de chronomètre et j'ai pas vraiment. D'accord, faites-moi des menaces. Et donc ce travail que j'ai fait est un travail que j'ai fait avec des archives juridiques. Merci beaucoup. Et pardon, j'ai combien de temps du coup? Oui, 10 minutes. D'accord. Mais j'ai effectivement travaillé également notamment avec une professeure de droit, Gonelle Calves, qui avait publié sur ce sujet un petit ouvrage que je vous recommande vivement, qui s'appelle « Envoyer les racistes en prison, le procès des insulteurs » de Christiane Taubira. C'était paru en 2015 chez un éditeur juridique célèbre dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc je voudrais faire un peu une sorte de plaidoyer pour l'histoire, parce que je pense que si on parle de cette question de la loi contre le racisme avec des élèves, il est important quand même de leur faire sentir que cette loi a une histoire, que cette législation, enfin ces différents dispositifs législatifs s'inscrivent dans des contextes, qu'il y a des processus historiques qui ont mené il y a eu des discussions, il y a eu des débats, il y a eu une opinion qui a réagi, il y a eu des institutionnels, des politiques qui ont également pris part à l'ensemble de ces débats, et ça ne vient pas de nulle part. Et ça évitera effectivement de dire n'importe quoi. Je rebondis un peu sur ce que disait Jacques Frege en introduction, puisque on se souviendra qu'en 2022, un candidat à l'élection présidentielle avait dans son programme officiellement comme revendication l'abolition, la suppression de la loi de 72, donc de la loi contre le racisme, tout simplement. Donc voilà, peut-être parce que le temps est limité, je vais donc dresser un peu un panorama de ce qui a conduit à l'adoption de la loi 72 pour montrer que c'est un processus assez long qui commence avec la loi du 29 juillet 1881, vous savez, la loi sur la liberté de la presse, puisque c'est dans cette loi que, par la suite, va être inscrite la loi contre le racisme. Et cette loi de 81, vous savez qu'elle sacralise, mais en tout cas qu'elle consacre véritablement la liberté d'expression. Et c'est une loi qui, après effectivement des décennies, voire des siècles de pression, de censure, du pouvoir, donne une grande liberté aux journalistes. C'est l'époque, alors pour aller un peu droit au but, hein, où un Édouard Drummond lance sa revue, vous savez, son journal La Libre Parole, qui, dans les grandes heures de l'affaire Dreyfus, va jouer un rôle si important pour insulter les Juifs d'une manière générale et Dreyfus en particulier. Et il faut bien comprendre en fait que cette liberté qui est donnée aux journalistes va immédiatement justement donner lieu à des excès.
des excès, et quelque chose qui n'appartient plus exactement, enfin le débat est ancien, on en reparlera encore une fois je pense dans cette table ronde, mais la liberté d'expression est quelque chose qui à certains moments donne l'impression d'être en fait simplement la liberté d'insulter, la liberté de calomnier, la liberté de diffamer, et dès cette époque-là, quelques années après, enfin moi en tout cas dans mon travail c'est ce que j'avais trouvé, quelques années après l'adoption de la loi de 81, on a le consistoire à Paris et certaines revues, notamment juives, qui réagissent justement aux excès de langue d'un Drummond et qui demandent à ce que finalement on restreigne, qu'on punisse les excès. Quelqu'un comme Paul Déroulède, chantre du nationalisme par ailleurs, réclame lui-même la suppression de cette loi et de faire taire en fait les insulteurs professionnels. Donc c'est un vrai problème de société qui naît à cette époque-là, mais encore une fois, pour aller droit au but, il faut attendre les années 30 pour que véritablement on ait une vraie revendication de loi. Et c'est alors c'est pas un plaidoyer pro domo pour le coup, mais c'est la LICRA, effectivement la LICA à l'époque, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui a porté ce combat. Dès les années, enfin, en gros dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et effectivement ce moment où l'antisémitisme, qui n'a jamais cessé d'exister, en tout cas revient avec une certaine force. Bon, les années 30, vous savez, sont des années un petit peu exemplaires, paroxystiques de ce point de vue-là, et la LICA ne va cesser de réclamer en fait l'adoption d'une loi. Elle va faire de nombreuses démarches auprès des députés pour que cesse cette liberté précisément de diffamer, d'insulter des catégories de la population, et non pas seulement les juifs, puisqu'en fait la LICA, le A c'est pour antisémitisme, mais dès cette époque-là, dès le début des années 30, en fait, vous trouvez sur le papier en tête le R de racisme, parce que la LICA rapidement élargit son combat aux colonies, élargit son combat à évidemment les pauvres Éthiopiens qui sont massacrés par l'armée italienne, etc. Donc contre le racisme colonial, c'est quelque chose de très présent, et cette loi évidemment n'est pas la loi des Juifs. Ça c'est évidemment l'argument de l'extrême droite qui attaque cette demande et qui sera extrêmement virulente à la suite de la signature des décrets-lois marchandeaux, puis qui surviennent en fait le 21 avril 1939, à force d'efforts, à force de démarches, la loi, le décret-loi est adopté. C'est une loi, il faut bien le comprendre, de temps de guerre. On est quelques mois avant le déclenchement de la guerre. La propagande hitlérienne inonde le territoire, et donc un petit peu il faut bien le comprendre aussi, c'est une loi qui, de ce point de vue-là, finalement cible une propagande et non pas l'action de la discrimination, qui est absente, on y reviendra par la suite. C'est une loi qui va en fait condamner, encore une fois, les excès de langue, les paroles violentes, les écrits violents, et qui, en général, va plutôt les identifier comme d'importation étrangère. L'antisémitisme, c'est l'affaire des Allemands. Voilà, alors, hop là, il faudrait juste me rallumer là. Bon, je passe sur l'évolution de la loi. Simplement, il faut savoir qu'en fait, à cette époque-là, 2 délits figurent dans la loi, la diffamation et l'injure. Alors, je vous lis juste l'énoncé pour que vous situiez bien la loi et les problèmes qui vont s'en suivre. C'est une loi qui donc sanctionne l'injure et la diffamation, j'ai simplifié, envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion, qui appartiennent, c'est pas une supposée ou prétendue, etc., à une race ou à une religion déterminée, lorsqu'elles auront eu pour but, cette diffamation et cette injure, d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants. Entre les citoyens ou les habitants étant les étrangers, tout simplement. Alors, 5 remarques rapides. Encore une fois, il faut bien comprendre que le contexte est celui de la guerre, et que cette loi qui va fonctionner en France jusqu'à 1972 est une loi qui a été vraiment, c'est une loi anti-nazie, si vous voulez. Et dans l'après-guerre, il va être extrêmement difficile de la faire appliquer en France, parce que les juges et les ministères publics, notamment, ne verront jamais finalement l'occasion, enfin ne comprendront jamais. La question de l'antiracisme qui aujourd'hui nous est familière, à cette époque-là, n'existe pas dans la société française. C'est pas une norme. Donc les juges ne connaissent pas. Enfin, c'est un objet, je dirais, juridique non identifié. Alors,
autre problème, il n'y a évidemment rien sur la discrimination. La discrimination n'est pas, à la veille de la guerre, véritablement identifiée comme un sujet. Le ministère public est habilité à poursuivre, à engager des poursuites, mais les associations, notamment à cette époque-là, l'ALICA, ne l'est pas. Ce qui veut dire qu'effectivement, de nombreuses... on voit aujourd'hui le rôle des associations en la matière. À cette époque-là, l'ALICA, évidemment, ne peut pas se saisir de la loi, donc ce qui la rend quasiment inutilisable. Encore une fois, par prudence du ministère, par prudence des juges et par finalement méconnaissance de la problématique du racisme et de l'antisémitisme. Il y a aussi un obstacle majeur qui est la condition fixée du but d'exciter à la haine. Et vous savez que l'attention, à l'époque comme aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à démontrer. Donc ça constitue vraiment un obstacle. Et puis un cinquième obstacle, on pourrait en donner d'autres, c'est qu'effectivement le dispositif, comme je l'ai dit au départ, est inscrit dans la loi de 1881, ce qui veut dire que dire sale juif ou de manière un peu plus sophistiquée, employer des circonlocutions ou des montages, des dessins, etc., on estime qu'effectivement il faut analyser. Donc il y a une section de la presse, vous savez, la 17e chambre correctionnelle à Paris, toujours, qui va prendre le soin d'analyser les propos. Il faut le rapprocher. Merci. Il faut prendre le soin d'analyser les propos et finalement on fait une analyse littérale et littéraire qui se situe vraiment dans le domaine de la liberté d'expression, ce qui pose problème puisque parfois il est évident qu'on a affaire à une insulte, enfin une injure ou de la diffamation, mais voilà, c'est pas ça emprunte, si vous voulez, un chemin judiciaire qui vient compliquer la condamnation et qui en général se solde. La liberté d'expression étant en France, n'étant pas un vain mot, n'étant pas une vaine notion, il y a finalement très peu de condamnations. Voilà, alors, malgré tout, cette période de l'après-guerre qui se solde par des procès, malgré tout, le MRAP qui est créé en 1949, vous savez, le mouvement, alors à l'époque, contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, va porter vraiment cette revendication d'une modification de la loi pour la rendre plus efficace, et donc va mener un certain nombre de procès en sachant pertinemment qu'il va être débouté ou que la condamnation ne viendra pas, mais afin en fait de faire progresser, si vous voulez, la réflexion à ce sujet et d'inscrire finalement dans l'opinion l'antiracisme, la lutte contre le racisme antisémitisme comme un sujet. Et ça fait partie effectivement de ce long processus dont je vous ai parlé, ce processus d'institutionnalisation qui conduit, pour faire très court, en 1972, où la loi contre le racisme va être discutée et adoptée par les deux assemblées, mais à l'unanimité des parlementaires, et promulguée le 1er juillet 1972. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ces procès, on pourrait en discuter, parce qu'il y a vraiment des échos intéressants entre cette époque-là et aujourd'hui. C'est les mêmes problématiques dans la lecture des images, et pour cause, on est dans une loi qui inscrit c'est la loi de la presse. Et d'ailleurs, au passage, certains réclament la sortie de ces délits de la loi de la presse pour les réintégrer dans le droit commun, pour effectivement aboutir à des condamnations plus efficaces. On prendra juste un exemple. Lorsque Cassandre Fristo, avec sa fameuse pancarte au début du mois d'août dernier, avait soulevé le scandale, elle était nancéenne, Messine, ça s'était passé à Metz. Elle a été condamnée par le tribunal de Metz, où il n'y a pas de chambre, de section de la presse. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous avez des juges qui ne font pas forcément dans l'analyse textuelle. Alors, dernier petit point, c'est vrai ? Parce que je suis en aveugle. Qu'est-ce qu'apporte la loi finalement de 72 ? Eh bien, d'abord, il y a un nouveau délit, le délit de provocation à la haine raciale, à la violence, à la discrimination et à la violence raciale. Elle apporte justement, précisément, cette question de la discrimination qui va tant occuper les militants du MRAP et dans une moindre mesure ceux de la LICA dans les années d'après-guerre, où justement la discrimination, qui est une réalité dans l'Union européenne, dans l'Union française, donc les territoires d'outre-mer, existe véritablement sur le sol français. On y reviendra tout à l'heure, mais cette revendication aboutit à l'introduction enfin, en 72, du délit de discrimination. Et puis, la grande innovation de la loi de 72, c'est aussi le fait de permettre aux associations
qui, dans leur statut, ont pour but donc de combattre le racisme et l'antisémitisme, et qui ont plus de 5 ans d'existence, de pouvoir se constituer partie civile et donc de porter les affaires devant les juges et d'accompagner les affaires jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait court, mais encore une fois, c'est un processus. Et je crois que si on ignore véritablement cette histoire, on a l'impression que les choses, finalement, arrivent de nulle part, n'ont pas de racines, et puis on ignore effectivement complètement l'histoire de ces militants, de ces militantes, et puis de cette inscription véritablement dans les débats publics de ces notions qu'on aimerait parfois vouloir rendre invisibles, en laissant entendre qu'effectivement la question de la lutte contre le racisme est véritablement née dans les années 2000. C'était un vrai problème, mais voilà, on pourra en reparler. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceux qui ont vu l'exposition hier sur juifs et musulmans ont pu voir des documents sur le travail de la LICA, justement, un travail très important. Voilà, donc il y avait beaucoup de documents là-dessus. Donc je rebondis sur ce que vous venez de dire. Et donc on voit l'importance de l'histoire du droit et de comment on arrive à adopter certaines législations. Je donne la parole maintenant à Monsieur Benilouche. Je vous remercie beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour l'organisation de cette table ronde. Justement, table ronde qui n'a pas la forme d'une table ronde, mais ici, en tout cas, on va avoir le discours autour d'une table ronde. Donc, je vais réagir directement aux propos qui ont été tenus pour rappeler quelques aspects qui sont des aspects justement très importants en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je suis ravi également d'avoir été invité. Généralement, on demande comme juriste quelqu'un qui est spécialisé dans les droits fondamentaux, les droits de l'homme, et on a sollicité un pénaliste, ce qui est une bonne chose parce que justement le début de mon propos va vous aiguiller sur la façon et justement l'aspect également pratique de ces considérations. L'aspect pratique de ces considérations, c'est déjà 2 points, on va dire, à titre d'avertissement, à titre liminaire de ce point de vue-là. Ce premier point, c'est que dans le discours haineux, raciste et antisémite, dans ce discours haineux, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le droit, quand bien même les textes évoluent au fur et à mesure, n'est absolument pas linéaire de ce point de vue-là. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'au fur et à mesure, les propos racistes et antisémites tendent à diminuer, à régresser, mais qu'au contraire, ça, et historiquement, c'est par le biais de vagues successives, de vagues d'obscurantisme, on va dire, au fur et à mesure que ces propos sont formulés ou reformulés, avec de ce point de vue-là une expression qui devient une expression de plus en plus outrancière, qui utilise même les réseaux du droit pénal, je vais y revenir. Parmi la façon dont s'expriment ces propos racistes et antisémites, il y a une façon autour de la légistique. Alors, je ne vais pas rentrer dans un détail absolu, c'est par exemple désigner les lois en la matière par le nom du ministre qui a promu la loi et non de rappeler le terme de la loi. C'est quelque chose qui, depuis la Ve République, ne devrait pas avoir lieu d'être, puisque la loi est adoptée par le Parlement. Et vous avez justement, Monsieur de Bono, très utilement rappelé que la loi de 1972, qui entend la matière fondamentale, a été adoptée par le Parlement, les 2 chambres, à l'unanimité. Donc par la représentation nationale, à l'unanimité. Une des façons de remettre en cause ces lois, c'est par l'appeler par le nom de son promoteur. L'exemple type, on y reviendra dans la deuxième partie, c'est la loi de 1990 que certains appellent loi Guesso, pour rappeler que c'est une loi qui a été adoptée en 1990 par un ministre dont les opinions politiques étaient communistes. Et donc, lorsqu'on se dit opposant au communisme, du coup, on peut avoir tendance à dire on va revendiquer justement l'abrogation de cette loi, qui a également été adoptée par le Parlement dans les mêmes conditions. Vous voyez, c'est une façon de procéder, une façon très insidieuse de procéder par rapport à la loi. Donc ça, c'est véritablement le premier aspect, le premier avertissement. Le deuxième avertissement, c'est la texture même de la loi pénale. Le droit pénal est, dit-on, c'est l'article 111.4 du Code pénal, je ne vais pas revenir sur les détails, d'interprétation stricte. C'est-à-dire que des propos peuvent être considérés par vous, par moi, par, on va dire, la morale publique et de façon générale comme étant des propos ségrégationnistes, racistes, antisémites. Mais de tels propos, ici, ne seront pas nécessairement condamnés parce que, pénalement, le droit pénal est en interprétation stricte, pénalement, justement, on passe juste à côté de l'incrimination.
Il ne faut pas croire que des propos racistes ou antisémites sont des propos qui vont être des propos qui vont être formulés nécessairement par des personnes qui n'ont pas nécessairement d'éducation. On a vu, lors de l'élection présidentielle qui vient de se dérouler, et lors des élections législatives qui sont en train de se dérouler, que des personnes relativement érudites sont des personnes qui sont susceptibles de tenir de tels propos, mais qui ne vont pas passer sous le coup de la loi pénale, parce que justement, on va se poser des difficultés. Ils vont faire en sorte de tenir des propos qui, pour des raisons diverses, on va y revenir, ne correspondent pas exactement à ce qu'a prévu le législateur. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression prime. Parce qu'on ne pratique pas l'analogie. C'est-à-dire que si par mes propos, je poursuis un but, qui est un but raciste ou antisémite, et que je parviens, étant malin, connaissant le texte pénal, à contourner le texte, on va y revenir avec des exemples très précis, par exemple par rapport au harki, on contourne la rigueur de la loi pénale, je ne ferai pas l'objet d'une condamnation. Pire encore, et ça ne peut pas relever de mon intervention, pire encore, je pourrais utiliser par la suite le fait d'avoir été poursuivi et de ne pas avoir été condamné comme étant finalement ici, d'un point de vue politique, la volonté de me faire taire alors que je ne dis rien qui est prohibé par la loi pénale. On fait jouer souvent à la loi et à la loi pénale un rôle qui n'est pas le sien, le rôle de la morale. Alors que prévoit justement le droit pénal et ces dispositions par rapport à la loi de 1972 qui sont des dispositions justement très spécifiques. Ces dispositions qui sont très spécifiques par rapport à la loi de 1972 visent à prohiber l'injure et la diffamation dès lors que ceux-ci portent une atteinte ou ont été formulés en raison de la race ou encore de la religion. Alors c'est l'appartenance réelle ou supposée. C'est assez intéressant de voir cet aspect-là. Appartenance réelle ou supposée, justement, parce que parfois, à partir d'un nom, à partir d'un stéréotype, eh bien, on va justement affubler une personne d'un certain nombre d'éléments. Pendant une période relativement longue, à titre d'exemple, alors je me fonderai sur un certain nombre de décisions. Ces décisions sont notamment contre Dieudonné Mbala, ça a donné lieu à plusieurs décisions de ce point de vue-là. Pendant relativement longtemps, des poursuites ont été exercées contre l'individu, qui étaient des poursuites juste sur ce fondement-là, et des poursuites qui n'aboutissaient pas. Des poursuites qui n'aboutissaient pas parce que on voit bien que pour qu'il y ait injure ou diffamation, le premier élément va être un élément caractéristique de l'infraction, c'est-à-dire d'abord caractériser la diffamation, l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, ou encore l'injure, c'est-à-dire une expression outrageante. On doit adresser ça soit à une personne, soit à une catégorie de personnes qui est bien identifiée. Sinon, l'infraction ne sera pas caractérisée. Ce fait déterminé doit être un fait déterminé et non une simple allégation. Ce ne doit pas être, par exemple, une simple allégation, une critique qui va porter sur une religion. Ça doit porter sur une personne ou un groupe de personnes. C'est ce qui explique que le fait de caricaturer, même de façon outrageante, je vais rajouter un élément, même de façon blasphématoire, le fait de caricaturer, que ce soit Mahomet ou le Christ, ne tombe pas sur le coup de la loi pénale. Parce que dans ce cas-là, l'expression outrageante qui en résulte ne vise pas directement une personne ou un groupe de personnes, elle l'affecte indirectement par le biais de s'attaquer au Christ ou à Mahomet, dans mon hypothèse. Dans cette hypothèse-là, on n'aura pas justement l'application en la matière de la loi pénale. Le deuxième élément, il faut bien que soit en cause, en la matière, l'origine ou l'appartenance. L'origine ou l'appartenance, sinon le texte ne s'appliquera pas, avec une difficulté là, d'appréhension devant les juridictions d'un terme qui est un mauvais terme, mais qui est le seul terme qu'on trouve à employer, le terme de race. Le terme de race qui se retrouve également dans la terminologie racisme. Le terme de race ne devrait pas exister
Le législateur fait des efforts considérables pour essayer de développer cet élément-là et au fur et à mesure, justement, modifie les différents critères discriminatoires par le biais des différentes lois intervenues depuis 1972, pardon, l'ethnie, la religion, l'appartenance, le lieu de naissance, la nationalité, et ainsi de suite. La notion de race, ici, est une notion qui est problématique à cerner, et on a des décisions pour dire ce que n'est pas une race qui sont fournis de ce point de vue-là. Exemple type, une décision où on va déterminer que n'est pas une race l'origine sociale. Insulter des personnes parce que ce sont des bourgeois. Alors, je sais, je fais référence à beaucoup de candidats à l'élection présidentielle ici, donc vous pouvez se sentir visé, ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc, justement, si vous avez une opinion politique à faire valoir de ce point de vue-là, vous ne pourrez pas être poursuivi. Ou encore, stigmatiser des personnes en raison ici de leur origine géographique. Alors j'ai une décision, mais on me dit souvent de faire attention à ces décisions, donc je transforme un petit peu la décision. Là, il s'agit des Corses, donc dans mon exemple, je vais prendre plutôt les Bretons, ici. Stigmatiser les Bretons, c'est quelque chose. Alors j'ai entendu des propos à ce titre-là. Il y a actuellement des poursuites qui n'ont aucun lieu d'aboutir par rapport... Vous savez, actuellement, il y a également la guerre et ainsi de suite. Et justement, il y a des individus qui sont énervés dans une crêperie parce que le restaurateur a augmenté ses prix parce qu'il n'y a plus de sarrasin, et donc il a augmenté ses prix. Et donc là, des propos ont été tenus sur les Bretons de façon générale, avec d'autres aspects qui avaient trait à la pluie, donc des choses extrêmement choquantes, hein, comme vous imaginez. Voilà, mais il y a des poursuites qui n'ont aucun lieu d'aboutir parce que, en raison de l'origine géographique, par contre, là, on n'aura pas d'éléments qui seront déterminés. Par rapport au harki, il s'agissait de propos. Alors là, je tiens à dire que souvent, les propos auxquels je fais référence sont des propos, on va dire, d'humoristes polémistes, de journalistes également, des propos également d'hommes ou de femmes politiques, le cas échéant. Comment dire, les propos racistes et antisémites, et là je vous parle aussi sur les aspects pratiques des clients que j'ai pu avoir dans ma pratique professionnelle. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser que j'avais le titre d'avocat, c'est-à-dire que dans cette pratique professionnelle, ce ne sont pas des propos qui sont réservés à l'extrême droite. On a aussi toute catégorie ici, des préjugés existent dans toutes les familles politiques. Bon, pour l'extrême droite, c'est le lit véritablement de cette famille politique, mais il y a dans toutes les familles politiques des propos. En l'occurrence, il s'agissait de l'ancien maire de Montpellier, qui était une coloration qui était liée au Parti socialiste, apparenté, qui a tenu des propos qui sont, on va dire, extrêmement choquants par rapport aux harkis, les qualifiant de sous-hommes. Bon, des poursuites ont été exercées jusque devant les juridictions. On ne peut pas condamner pénalement. Ça n'en retire rien à l'élément que je vous ai dit au tout début, justement, que je voulais prononcer en guise d'avertissement, c'est-à-dire que ça n'empêche pas que ces propos puissent être considérés comme étant choquants, racistes, relevés d'une certaine forme d'intolérance, mais ils ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Pourquoi ? Parce que les harkis, et à ce titre-là, la Cour de cassation a fait un vrai travail de recherche de ce point de vue-là, les harkis, ça ne relève pas uniquement d'une origine à caractère géographique, mais surtout d'un choix politique opéré au moment de la guerre. Et à ce moment-là, ça ne tombait pas sous le coup de la loi pénale. Donc on n'avait pas cette considération-là, de considérer qu'il s'agissait d'une ethnie. Par la suite, il appartient au législateur, le cas échéant, de modifier aussi les dispositions pénales, comme il le fait assez fréquemment. Voilà pour ce premier aspect. Je vais essayer de passer vite sur le deuxième aspect de l'infraction. Ouais, d'accord. Sur le deuxième aspect de l'infraction, il faut le mobile ségrégationniste. Donc une injure ou une diffamation. Et il faut également un mobile ségrégationniste. Là, il faut que l'invective porte sur ce mobile en soi-même, donc renvoie à une appartenance, porte atteinte à l'honneur ou à la considération à ce titre-là, un mobile raciste ou sectaire, parfois sous un discours qui va être un discours, on va dire, relativement anodin. De façon générale, pour relever de ces différents éléments, ne constitue pas une race, et c'est la raison pour laquelle les propos de ce point de vue-là sont particulièrement virulents, ne constitue pas une race non plus la catégorie d'immigrés. Ce qui explique justement que parfois on a un certain nombre d'éléments. D'autre part, on y reviendra par rapport aux aspects qui ont trait à la liberté d'expression, sur lesquels j'ai prévu de focaliser plutôt les aspects qui avaient trait à des éléments particulièrement, on va dire, délicats, c'est-à-dire
le négationnisme d'une part, mais aussi, justement, M. de Bono, ce que vous avez décrit. Le moment où le législateur a cru bon de sortir de cette loi de 1881 pour mettre dans le code pénal certains aspects qui avaient trait à la liberté d'expression en matière de lutte contre le terrorisme, et aussi le moment où, on va dire, qui est un moment aussi tout à fait délicat dans le contexte pénal, où le législateur est allé à 3 reprises, trop loin, à ce titre-là, pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire en voulant incriminer la consultation des sites djihadistes, et ce faisant, de limiter par trop la liberté d'opinion, au sens du Conseil constitutionnel. Il y a une censure à ce titre-là, on ne peut pas aller trop loin, on viendra sur ces éléments-là. Donc, on est sur cette idée de mobile de façon générale. Ce mobile discriminatoire doit être établi. On peut relever plusieurs éléments à ce titre-là, par exemple, liés à la religion musulmane et qualifier les musulmans de racailles. On a ce mobile ségrégationniste qui va justement exister. Mais il y a une façon de contourner ce mobile ségrégationniste qui est une façon un petit peu détournée. C'est, par exemple, de formuler des critiques envers Israël pour, de façon indirecte, ici, critiquer les Juifs. Et de critiquer non pas les Israéliens ou le gouvernement israélien, de ne pas viser des personnes, mais de façon générale Israël, pour justement essayer de s'attaquer à la communauté de façon générale. On trouve d'autres exemples, qui sont des exemples très précis. Par exemple, l'atteinte au gouvernement serbe pour critiquer la communauté serbe. En jurisprudence, ça a été un élément qui est un élément tout aussi important. Voilà pour cet aspect de façon générale et justement ces différents éléments. Alors justement par rapport à l'évolution de la jurisprudence, et j'en terminerai par ces éléments-là, l'évolution de cette jurisprudence par rapport à Dieudonné, il est faux de considérer que ce sont les juridictions qui ont évolué dans leur conception de ce même extrait de spectacle qui a donné lieu à Dieudonné à chaque fois qu'il l'a effectué à des poursuites, ce même extrait, c'est qu'il a changé la terminologie de son extrait. Cet extrait, c'était d'effectuer une critique générale contre les religions et de débuter par la première grande religion monothéiste, c'est-à-dire la religion juive, en disant, et en débutant de cette façon-là, je le cite, ce qui me fait extrêmement plaisir, « La religion juive, c'est une escroquerie, la plus grave de toutes, parce que c'est la première, historiquement. » Il s'agit ici de l'expression d'une pensée, qui est une pensée ici, qui peut choquer, mais qui ne passe pas sous le coup de la loi pénale. Pourquoi ? Je critique la religion. Il a changé au moment de son spectacle au Zénith de Paris. La formule est simple, les Juifs, c'est une escroquerie, la première, parce qu'historiquement, c'est la première. De la religion juive, je passe aux Juifs, je m'attaque donc directement à un groupe de personnes identifiées, l'ont tout dès lors sous le coup de la loi pénale. Les poursuites ici sont parvenus à leur objectif, donc une condamnation. Voilà, ce glissement et cette explication du droit positif, j'espère avoir été suffisamment clair à partir de quelques exemples, vous l'avez de cette façon-là, et je reviendrai après par rapport aux aspects qui ont trait à la liberté d'expression sur ce point. J'en terminerai simplement par un point par rapport à ce que j'ai dit sur la loi. Juridiquement, normalement, donc, comme je vous dis, on l'appelle par la terminologie de la loi. Je mettrai une petite réserve de ce point de vue-là par rapport à la loi qui ont été adoptées par des promoteurs qui en ont fait véritablement l'œuvre d'une vie, à ce titre-là. Alors, je citerai les deux exemples dont un a été formulé tout à l'heure. La loi Banater, bien sûr, sur l'abolition de la peine de mort en 81, mais aussi la loi Taubira de 2001 pour la lutte contre l'esclavage. Ce sont les deux exemples ici qu'on peut relever en droit positif. Dans les autres hypothèses, justement, ça renvoie à un élément qui sont des éléments où il y a un ministre qui justement, c'est un projet de loi, qui présente un projet de loi, mais c'est adopté par le Parlement dans ces deux chambres, sinon c'est une critique politique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, le délit de blasphème est aboli en 1881, donc quand on critique la religion, ça ne rentre pas sous le coup du délit. Oui, pour rappel, il y a la chambre de la presse, qui est la 17e chambre du TGI de Paris, donc la précision sur les tribunaux. C'est mieux que les tribunaux soient un peu spécialisés sur ces thématiques-là, peut-être. Alors, peut-être des questions dans la salle, avant de passer au deuxième thème. Alors, on aurait pu poursuivre sur une injure simple s'il avait visé
une personne en particulier. C'est-à-dire s'il avait visé une personne en particulier, dans ses propos, peut-être on aurait pu justement exercer des poursuites. C'est la question que je me suis beaucoup posée, parce qu'il s'adressait à un groupe de personnes face à lui. À mon sens, on aurait pu poursuivre de ce point de vue-là, mais on va y revenir par rapport à la loi en elle-même. Quand vous utilisez, c'est assez rare de ce point de vue-là, mais quand vous utilisez une qualification qui était celle-ci, injure en raison de l'appartenance, réelle ou supposée, vous ne pouvez pas utiliser une autre qualification. Et donc pas avoir d'aspect de substitution. Donc la poursuite, si c'est un échec, on ne peut pas utiliser une autre qualification. Si la poursuite figure dans cette loi de 1881. Mais on aurait pu effectivement utiliser un autre fondement. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Ah, merci. Oui, pour rester sur le cas des harkis, je pense à une expression de quelqu'un qui est une icône de la gauche, Gisèle Halimi, qui dit « Oui, les femmes harkis, cela existe ». Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'on peut qualifier ou pas? Là, il y a... Elle parlait pas des harkis spécifiquement, hein, je précise. Elle parlait elle voulait parler de ces femmes qui trahissent la cause des femmes. Donc les femmes harkis, cela existe. Là, on procède, c'est très difficile hein, comme question, parce que là, on procède par le biais d'une insinuation. Donc ça ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. L'insinuation, elle est trop abstraite. Si derrière, on met l'explication à cette expression, dans une hypothèse comme celle-ci, on peut tomber sur un mobile ségrégationniste. En désignant une catégorie de personnes. Mais une nouvelle fois, c'est un choix politique ici qui est effectué, donc il faudrait une autre qualification, c'est-à-dire que on pourrait déterminer par rapport à ces femmes-là qui auraient trahi la cause des femmes pour telle et telle considération. Mais sinon, en soi, ça ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Du point de vue des harkis, c'était un peu fâcheux. Oui. Bonjour. Est-ce que, par exemple, les harkis, on connaît un petit peu l'historique. Est-ce que, par exemple, dans certaines personnalités politiques qui s'adressent à ces harkis en disant qu'ils trahissent une fois, trahissent deux fois, ça veut dire qu'à la fois, ils sont rejetés par l'histoire et tout ça, et que maintenant, on peut leur envoyer à la figure qui trahissent une fois, trahissent une deuxième fois dans leur famille politique en France. Est-ce que ça peut être considéré comme un délit ou pas? Non, si on s'adresse de façon générale à tous les harkis, de ce point de vue-là, le propos est un propos qui revêt un caractère général en raison d'un choix qui est un choix politique et non en raison de l'origine, on ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Oui, moi j'avais une question. Alors vous avez parlé effectivement qu'insulter les Bretons, ça tombait pas sous le coup de la loi en raison de leur origine géographique. Mais si par exemple on insulte les Algériens ou les Bulgares, là c'est en raison de la nationalité. Donc là, on a justement, ça tombe sous le coup de la loi pénale parce que c'est en raison de la nationalité. donc par exemple porter des propos qui portent atteinte aux Bretons, ça peut pas être considéré comme de la xénophobie quelque part, vu qu'ils sont français? Alors, c'est bien évidemment, ça peut être une forme on va dire, d'intolérance, de ces formes de ségrégationnisme et ainsi de suite. Il y a souvent des considérations comme ça qui sont fournies, mais on n'a pas cette qualification-là n'est pas susceptible de s'appliquer. Mais si vous vous adressez à une personne déterminée, vous pouvez avoir comme ça une diffamation, une injure qui est commise contre une personne déterminée. Merci. Alors, Pardon. attendez, avant... Oui, non, mais ils veulent intervenir. Oui. Non, pardon, c'est juste un rebond pour un éclairage historique. Donc les débats autour de les débats qui ont précédé l'adoption à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat en 72, tous ces débats sont accessibles en ligne. C'est assez passionnant, c'est pas d'ailleurs très très long à lire, mais justement c'est pas très long parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats ou d'opposition. La seule chose qui a été, où il y a eu vraiment un moment, un désaccord, et c'est précisément amené par un député, je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais un député corse,
qui a demandé effectivement à ce qu'on puisse aussi introduire la région, puisqu'effectivement on a la race, l'ethnie, la nationalité et la religion, et lui demandait à ce qu'on ajoute la région. Et alors on lui a fait comprendre que effectivement on n'allait pas entrer dans ce type de considération, qu'il y avait quand même peu de choses en commun entre les attaques qui visaient les immigrés à cette époque-là, hein, on tuait en France, on assassinait les immigrés, ou évidemment ce qu'avaient vécu les Juifs ou ce qu'ils continuaient à vivre en France dans ces années-là. Voilà, mais ça a été effectivement le seul point discuté, et ça a été écarté. Merci pour cette précision. Je prends la dernière question. Merci. Oui, on parle de propos essentiellement à caractère public. Qu'en est-il des propos à caractère privé ? Alors, les propos à caractère privé, je voulais y revenir tout à l'heure au titre de la répression, sont constitutifs d'une contravention, simplement. Mais par rapport aux propos à caractère privé, ça se pose un souci qui est extrêmement important de preuve des propos qui vont être des propos tenus. Alors vous allez me dire, pas de difficulté de ce point de vue-là, je vais enregistrer les propos qui sont tenus. Vous commettez également une infraction pénale ce faisant, mais vous pouvez prouver la preuve. Et par rapport à l'ouvrage que vous avez évoqué également tout à l'heure, je vais tuer tout de suite le suspense, comme ça c'est réglé, et je vais vous énerver un peu. Pour des propos qui sont des propos ségrégationnistes, quels qu'ils soient, personne ne va en prison en France aujourd'hui. Ah, effectivement, voilà, juste une petite précision. En fait, les propos à caractère privé sont sanctionnés par le code pénal et pas par la loi de 1881. Voilà, c'est important. Donc c'est dans le code pénal. Et la loi de 1881 qui s'applique justement aux propos publics et qui s'applique aussi aux réseaux sociaux. Mais ça, je pense que je vous poserai la question plus tard. Voilà, parce que je pense que c'est un enjeu important avec les jeunes. Pardon, je crois qu'Hervé Ryssen a été condamné à de la prison ferme. Oui, mais je veux dire, pour les propos en eux-mêmes, pour un primo-délinquant, on ne va pas en prison de ce point de vue-là. Les peines sont des peines qui sont minimes, qui sont essentiellement des peines qui revêtent un caractère symbolique. De ce point de vue-là, on viendra sur la répression. Et par contre, quand on bascule sur l'aspect récent, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet avertissement par rapport aux réformes, sur cet aspect récent qui a trait aux lois depuis les attentats de Montauban et Toulouse, là, par contre, on va en prison pour des propos. Voilà, dès lors que ça revêt un caractère de provocation. Et on va y revenir. Une polémique aussi par rapport à une autre infraction qui est très spécifique, celle de laquelle on n'a pas parlé encore pour l'instant, de provocation à la haine raciale. Je ne sais pas si vous avez prévu justement d'évoquer cet aspect-là. Moi, j'avais prévu de l'évoquer en quelques mots par rapport à des propos qui peuvent être tenus à l'occasion de diverses manifestations. Par exemple, des manifestations à l'occasion du 1er mai, où on invective les immigrés, et vous avez deux, je vais employer le terme militant, mais ce n'est pas le bon terme ici, deux meurtriers qui, bien chauffés par les propos, sont allés noyer un individu dans la Seine juste après de tels propos, et on n'a pas pu condamner, alors même que là, vraiment, on est aux limites de la complicité de meurtre avec ce mobile ségrégationniste en la matière. Donc là, oui, la prison peut être encourue, mais on est sur des aspects spécifiques. Vous pouvez en parler maintenant, la provocation à la haine. Enfin, juste une petite précision, là, quand on est condamné à répétition sur la récidive, on en arrive à ce qu'en juillet 2021, Dieudonné soit quand même condamné à de la prison ferme. Il a fait appel et bon, on sait que c'est 3 mois, 4 mois, mais voilà, au bout d'un moment, sur la récidive, on peut arriver à mais sur la récidive lourde. Hein. Jusqu'à 1 an, les peines sont automatiquement aménageables, donc on n'est pas sur des aspects. C'est une nouvelle fois l'aspect qui est un aspect symbolique. Sur l'incitation à la haine raciale, vous voulez que je dise quelques mots? Alors, justement, l'incitation à la haine raciale, on est sur le même dispositif, loi de 1972, qui ajoute un alinéa à l'article 24 pour réprimer ces atteintes à la haine raciale. Je tiens à préciser que ce dispositif a été étendu en la matière par une loi du 30 décembre 2004 et permet de viser aussi les propos qui sont des propos sexistes ou encore les propos liés également ou qui visent un handicap. À nouveau, pour compléter par rapport à votre question, le code pénal, quant à lui, réprime ces propos-là lorsqu'ils ne sont pas publics, mais sous la forme de contravention. La provocation doit être une provocation qui revêt un caractère direct de commettre des violences contre une personne ou des personnes déterminées. C'est la raison pour laquelle, joignant les deux termes de des éléments qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, le fait de façon générale de fustiger les immigrés avec un discours qui est un discours ici qu'on entend depuis 40 ans, donc un discours aujourd'hui qui est passé en opinion publique, avec les immigrés qui, volent le travail des Français et deux, sont tous des délinquants, bien évidemment, ces éléments-là.
tenir de tels propos en eux-mêmes, comme on vise une catégorie de personnes qui est extrêmement floue, la catégorie d'immigrés, on ne va pas tomber sous le coup de ces dispositifs qui est délit de provocation à la haine raciale, ce qui explique tel ou tel relax prononcé il y a quelques semaines, le cas échéant. Voilà, il faut qu'il y ait qu'il y ait des éléments comme ceci. Alors parfois, ces provocations à la haine raciale se mêlent à des aspects qui ont été des aspects religieux. Il faut que cette provocation soit directe. Par exemple, qualifier une religion d'avoir des volontés suprématistes en soi-même ne constitue pas l'infraction. Parce qu'il n'y a pas l'aspect haineux qui est fustigé à travers ça, alors même qu'on voit bien que là, il s'agit d'établir une hiérarchie, ou une volonté d'établir une hiérarchie, et donc que le mobile est fustigé. Donc voilà, ce n'est pas à dire que le droit pénal il est imparfait, c'est à dire, on va y revenir, que le droit pénal n'a pas vocation ici à entraver la liberté d'expression. Il doit poser des limites. Et il le fait, il pose des limites. Et simplement, je vous dis, avec un discours qui est relativement bien construit, où on ne se fait pas emporter par ses propres propos, il est assez facile de tenir des discours haineux, ségrégationnistes, au titre de la liberté d'expression. Merci beaucoup. On va passer au deuxième thème et on pourra revenir à la fin sur certaines thématiques. Donc, je vais vous laisser la parole, Monsieur de Bonneau. Excusez-moi, c'est sur les discriminations. Merci. Alors, pareil, un rapide éclairage. Attendez, cette fois, je vais mettre un chrono. Voilà. Oui, je le... Voilà, un rapide éclairage sur la discrimination, en partant d'abord du constat que c'est une histoire qui est très mal connue. Évidemment, l'historiographie, notamment sur l'histoire coloniale, comporte, ou sur le racisme d'une manière générale, comporte toujours un volet très important. Je veux dire que la discrimination dans les colonies, on la rencontre à toutes les pages. La discrimination est, je dirais, l'essence même de la colonisation. Simplement, on a finalement l'histoire en elle-même de la loi par rapport à la sanction de la discrimination. On ne la connaît pas, l'histoire des débats. Et je voudrais peut-être commencer par une citation d'un article du sociologue Didier Fassin, pas Éric, mais Didier, qui est paru en fait dans un article qui est paru en 2002 ou 2004, je ne sais plus, dans la Revue française de sciences politiques, et qui fait un peu autorité en la matière dans les sciences humaines, et notamment chez les sociologues qui abordent la discrimination et qui, en général, font passer l'idée finalement que c'est un non-sujet. Ça a été longtemps un non-sujet en France. Didier Fassin dit la chose suivante: l'invention française, c'est aussi le titre de l'article, de la discrimination. Le mot discrimination, entendu comme traitement défavorable en raison de l'origine réelle ou supposée des personnes, est apparu à la fin des années 90 dans le lexique ordinaire de l'action publique en France. Et il ajoute, c'est également au cours de cette période que le thème a commencé à faire l'objet de débats dans les cercles intellectuels ou politiques et à donner lieu à des enquêtes journalistiques ou à des travaux scientifiques. Alors, Didier Fassin n'est pas historien, c'est pas un problème. Simplement, c'est vrai que, et ça se rencontre beaucoup aujourd'hui, cette absence d'approche historique, cette absence finalement de données historiques sur cette question-là, conduit souvent, notamment dans le monde militant, mais aussi dans le monde de la recherche et universitaire, qui s'interpénètrent en certains lieux de plus en plus, conduit à laisser entendre que finalement l'histoire coloniale était tellement pesante et il y a eu un tel refus de voir les crimes de la France, etc., que finalement on n'a jamais reconnu la discrimination, ça n'a jamais été un sujet, et qu'il a fallu effectivement attendre la fin des années 90, le début des années 2000, pour qu'enfin on parle de ça. Alors, je voudrais juste finalement, par cette petite introduction, venir contester cette idée. La discrimination dans l'avant-guerre,
effectivement, ça n'a pas ce sens qu'on a aujourd'hui. Si vous prenez les archives de la LICA, qui est la seule organisation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on rencontre le terme de discrimination uniquement sous l'acception de traitements mentaux différenciés. C'est-à-dire que c'est dans la tête que s'opère la discrimination qui conduit nécessairement à des insultes, à du rejet, à de la haine, etc. Et je dirais l'étape suivante n'existe pas, celle qui consisterait effectivement à observer vraiment les effets que ça peut avoir dans la vie sociale, notamment celle d'accorder un traitement différencié en vertu d'un critère illégitime à certaines personnes. Cette réflexion n'existe pas avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième, pardon. Et du coup, dans la loi Marchandeau, que je mentionnais tout à l'heure, la question de la discrimination est complètement absente. C'est vraiment une loi qui vise les propos, les insultes racistes, etc. Au lendemain de la guerre, on change complètement. Alors, les raisons pour lesquelles il faudrait passer du temps à les rechercher, je ne l'ai pas vraiment fait. Simplement, j'ai pu constater qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a des débats immédiatement, notamment dans les premières versions de la Constitution de la 4ème République, où véritablement on demande à ce que soit acté le fait de condamner ce traitement différencié entre les personnes en vertu de leurs origines, etc. Si bien qu'effectivement, c'est présent dans la Constitution de la 4ème République. Et surtout, en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, c'est très présent dans les débats politiques. Je vous donne juste un exemple. En 1949, au Conseil municipal de Paris, vous avez un député communiste, Camille Denis, qui réclame, je la fais courte, salaire égal pour un travailleur algérien et pour un travailleur français. Ce type de réaction, il y en a une pléthore dans les deux chambres de la République, l'Assemblée nationale et le Conseil de la République, c'était l'ancien nom du Sénat sous la 4e, puisque avec l'Union française et ses représentants dans ces deux chambres, je vous donne les chiffres, à l'Assemblée nationale, c'est 75 représentants d'outre-mer sur 619 députés. Au Conseil de la République, c'est 51 conseillers sur 315. Donc on a une chambre qui est colorée, pour résumer les choses. Et ça ne suffit pas. Mais si vous prenez tous les débats et qui sont librement accessibles en ligne, encore une fois, c'est formidable le travail de numérisation, et vous pouvez balancer des mots-clés, et il y a une très très belle thèse d'histoire à faire, ou en tout cas un beau bouquin. Tant pis pour moi, je vends le sujet. Simplement, vous avez une quantité d'interventions des députés d'outre-mer ou des conseillers, souvent soutenus par leurs homologues communistes, qui sont très actifs sur ce terrain, et qui réclament pension égale entre les hommes des colonies et les métropolitains, des mêmes conditions d'embauche pour les travailleurs, une formation digne de ce nom pour les travailleurs immigrés, etc. C'est très très important, à tel point que vous avez un député en 1954 qui dit il faut faire très attention à ça, le racisme colonial c'est un vrai problème, et la preuve en est que nos collègues ont systématiquement à la bouche le nom de discrimination raciale. C'est pas une critique, c'est simplement il y a une grande sensibilité, il faut la reconnaître. Alors, à cette époque-là, dans les années 50, on a de la discrimination dans les restaurants, dans les hôtels, dans les bars. C'est dénoncé à l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas non plus en faire un phénomène, ce n'est pas un sujet unique. Je veux simplement dire que c'est évoqué, c'est discuté. On a même un ministre qui est interpellé sur ces questions-là et qui dit qu'il va prendre des sanctions, si c'est vérifié, au niveau de l'hôtellerie. J'ai l'impression qu'on me fait des grands signes pour que je m'éloigne du micro, qui vont en fait véritablement donner lieu à des réactions dans les médias, dans les médias. Encore une fois, c'est pas le buzz, mais simplement le sujet est abordé. Le MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, en fait un véritable sujet. Si vous prenez les collections du MRAP qui sont de son journal Droit et Liberté, qui sont aussi accessibles en ligne, vous verrez des dossiers complets avec une revendication constante que la loi soit enrichie de la question de la lutte contre la discrimination. Vous avez
des reportages, vous avez même du testing, le premier testing, enfin en tout cas dans l'après-guerre, et avant que SOS Racisme n'en fasse véritablement un outil de combat et de preuve, reconnu par la loi dans les années 90, le premier testing survient en 1963, lorsque vous avez dans un café identifié à côté de la gare du Nord, qui s'appelle le Paris-Londres, vous avez des consommateurs antillais qui ont remarqué qu'effectivement on refusait de les servir. Donc ils viennent un jour sur place, mais dans la salle du café, vous avez des militants du MRAP qui sont là et qui attendent de constater le refus de servir. Et au moment effectivement, où les choses se déroulent de cette manière-là, ils vont chercher des policiers, ils font un esclandre, etc. On va au commissariat, on porte plainte. Il va y avoir un procès par la suite. Comme la loi, à cette époque-là, qui est encore la loi Marchandeau, ne sanctionne pas la discrimination, c'est en vertu d'une ordonnance de 1945 qui sanctionne le refus de servir des consommateurs que finalement le patron du café sera condamné. Et puis, peut-être un dernier exemple pour vous montrer aussi que à quel point en fait on ignore cette histoire-là, c'est qu'en fait en 1959, Edmond Michelet, qui était ministre de la Justice, avait rédigé, enfin son cabinet avait rédigé un projet, pas une proposition, un projet de loi pour lutter contre la discrimination. Si vous prenez ce projet, il est, je pense, inspiré aussi par des militants du MRAP, et parce qu'en fait c'est exactement le projet qui va être quasiment adopté en 72, c'est-à-dire qu'en 59, je dis bien en 59, un projet de loi détermine exactement la discrimination sous son acception moderne, prévoit des sanctions plus lourdes pour les représentants des autorités publiques, et ce projet va être déposé à l'Assemblée nationale, mais en fait, il va passer à la trappe. On est en 1960. Je ne vous fais pas un dessin. Si on commence à sanctionner des dépositaires d'autorités publiques à Paris ou ailleurs, on va se trouver confronté rapidement à un certain nombre de problèmes. Bref, ça ne veut pas dire, encore une fois, que la France avait complètement conscience de la discrimination, que c'est un vrai sujet, et que finalement, les récriminations qu'on peut entendre aujourd'hui sur cette prétendu angle mort, ça ne veut pas dire qu'effectivement on avait tout compris et que la France était, encore une fois, droite dans ses bottes républicaines. Simplement, ça veut dire que cette explication facile qui consiste à dire que histoire coloniale égale finalement aveuglement sur héritage colonial, aveuglement sur l'égalité et loi défaillante et insuffisante prise en compte, si vous voulez, des inégalités, etc. Eh bien, c'est une thèse qui mérite d'être à minima approfondie. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors effectivement, pour la France, les discriminations, c'est une histoire longue. Moi, je me suis un peu spécialisée dans une ancienne vie sur le droit de l'Union européenne, et la France était régulièrement condamnée pour la non-transposition des directives de l'Union européenne sur les discriminations en matière de droit du travail. Et ça a été un chemin long. Je donne la parole à Monsieur Benilouche. Je vais commencer par dire de jolis mots, parce que c'est bien ce que vous disiez justement sur les discriminations. Le préambule de la Constitution de 1946 s'ouvre par ces propos magnifiques. Le peuple français proclame à nouveau, oui, parce qu'il y a la déclaration de 1789, bon, il y a eu la guerre depuis, mais à nouveau, on déclare ici que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. C'est beau. C'est beau. Durant la même période et par la suite. Alors ça, c'est un élément, je pensais que vous alliez l'évoquer, et c'est un élément, à mon sens, qui historiquement montre un petit peu cette difficulté par rapport à la discrimination. Gaston Monnerville, qui était le président du Sénat, qui était une personne colorée, comme vous l'avez dit ici, devait devenir président de la République, comme il était de coutume que cela advienne justement, durant cette période 3e, 4e République. On a fait en sorte que ce ne soit pas le cas, sinon ça aurait été, comme l'expression a été consacrée par plusieurs revues, le Barack Obama français. On aurait pu avoir un président coloré bien avant les États-Unis, et ainsi se poser de ce point de vue-là en donneur de leçons. Pourquoi ? Parce que le Code pénal réprime bien évidemment les discriminations. Là, on est dans le Code pénal de 125.1 et 2.
Autre aspect magnifique, c'est cet aspect justement où on a légalisé le testing par la loi sur l'égalité des chances. Le testing qui permet justement d'obtenir une preuve de cette façon-là, de cette façon qui est une façon, on va dire, illicite. C'est-à-dire que là, on admet, c'est assez rare qu'on puisse l'admettre, la provocation à l'infraction pour qu'on puisse discriminer. D'accord, ça c'est, on va dire, l'habillage théorique. Je vois que vous croisez les bras, vous avez raison. Moi aussi, je croise les bras sur ma propre intervention. Pourquoi? C'est l'aspect quel est l'aspect théorique. D'abord, ces articles 225.1 et 225.2, on prohibe la discrimination lorsqu'elle produit un effet. Refus de fourniture de biens ou de services, par exemple. Refus d'une embauche, par exemple. Mais pas de façon générale, c'est impossible. Si, par exemple, moi, dans mes propos, je disais... Eh bien, au Stade de France, je refuse l'accès aux Anglais. Pourquoi? S'ils sont anglais, ici, donc certainement ils ont des faux billets. Là, c'est une discrimination. Par contre, sur ces autres éléments et par rapport au testing, il y a, j'allais utiliser le terme angle mort, il y a un angle mort qui, à mon sens, peut être effectué. Pourquoi? C'est des éléments qui sont souvent évoqués de ce point de vue-là. Les exemples types, c'est les entrées en boîte de nuit, où justement le testing ramène des éléments qui sont des éléments, des minicules qu'on va dire, qui sont relativement, semble-t-il, efficaces, mais qu'on arrive à justifier. Pourquoi? Le refus de prestation de biens ou de services dans le code de la consommation, on peut le justifier s'il y a un élément qui va le justifier de façon générale. L'exemple type, on a... Alors, à l'heure actuelle, c'est davantage sur des aspects qui sont des aspects par rapport à l'orientation sexuelle sur lesquels il y a pas mal de contentieux. On a un couple hétérosexuel qui se présente, qui est accepté dans la boîte de nuit. Un couple homosexuel arrive par la suite. Pour justifier le fait qu'on lui refuse l'accès, les tenanciers vont dire, eh bien, tout simplement, il n'y avait plus de place dans la boîte et pour des raisons de sécurité, on ne va pas les admettre de ce point de vue-là. Et ça, c'est des éléments qui sont difficiles justement à prouver, puisque le doute est créé pour les juges et ce doute risque de profiter aux personnes qui sont, de ce point de vue-là, mis en cause. L'autre élément, c'est par rapport aux discriminations à l'embauche. Bien évidemment, elles existent, ce type de discrimination, et il y a un plan de lutte de ce point de vue-là avec différents éléments qui sont testés. Et ces différents éléments qui sont testés par rapport aux discriminations à l'embauche, elles vont se heurter à cet élément-là, c'est-à-dire qu'une embauche, il existe toujours cette considération-là qui est l'intuitu personné, c'est-à-dire la relation entre deux personnes qui se crée au moment d'une embauche, et sur des éléments qui vont être des éléments déterminants. Par rapport... Alors, je sais que c'est pas un phénomène de mode, mais que le CV anonyme et le CV n'indiquant donc pas le nom, pas le prénom, pour éviter toutes les règles de discrimination, pas l'année ou la date de naissance, pas non plus le lieu de résidence. Ça a donné lieu, on va dire, à des appréciations qui sont assez mitigées en la matière. Pourquoi? Notamment par rapport à un individu et dirigeant une structure qui revêt un caractère privé. Je dois avouer que parfois c'est un élément qui a un élément assez déterminant. Quand une personne qui postule, qui est très bien, correspond parfaitement, habite loin de la résidence, loin du lieu, eh bien, il faut avoir cette tendance-là, c'est-à-dire que par rapport aux horaires de travail, il faut avoir des horaires de travail qui sont des horaires adaptés de ce point de vue-là. Par rapport à ces formes de lutte contre les discriminations, va se poser un problème qui va être systématiquement un problème d'effectivité. Prouver une discrimination, c'est extrêmement difficile. Et là, je nie mon propos justement du premier temps. Là, les personnes qui s'avèrent à être condamnées en matière de discrimination, déjà là, elles sont susceptibles de faire de la prison ferme. De façon assez... mais on va avoir un nombre de condamnations qui est assez faible, à mon sens, par rapport au nombre de discriminations, pour une raison qui est assez simple, c'est la difficulté de prouver. Un individu se présente pour avoir un emploi, sauf à être ridiculement stupide, c'est-à-dire à lui notifier par la suite « je ne vous recrute pas parce que justement vous êtes anglais, voilà, donc j'ai ce mobile ici, ou parce que vous avez telle ou telle religion, sauf à le justifier de cette façon-là, et il lui faut une preuve, donc il va falloir que je le justifie par écrit. On n'aura pas cet élément qui va être cet élément probant par rapport aux formes de lutte contre les discriminations. C'est, je dirais, l'aspect essentiel, la difficulté de lutter contre cet élément-là, et ça rejoint cette thématique qui est une thématique d'ordre général, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, je vais vous faire plaisir, droit de l'Union européenne, droit de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a une démarche qui est très claire de ce point de vue-là. On a un article 10 qui proclame la liberté d'expression et qui prévoit dans son paragraphe 2 justement une possibilité de limiter cette liberté d'expression. Mais
dans les décisions les plus importantes rendues en la matière. Elle dit la liberté d'expression, elle vaut aussi pour les opinions qui choquent ou dérangent. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que régulièrement, chaque année, alors je ne sais pas qui commande ce sondage horrible, il y a un sondage qui est effectué pour savoir si les Français sont racistes. Alors je me demande souvent, voilà, jamais moi personnellement été appelé, mais j'aurais du mal à dire ah oui, je me sens pleinement raciste cette année, mais j'envisage pour l'année prochaine une amélioration de mon niveau de racisme, etc. Voilà. On est quand même dans des thématiques qui sont des thématiques relativement difficiles. C'est-à-dire que, et une nouvelle fois, lorsque j'exprime les aspects qui ont trait au contentieux, j'exprime pas une opinion personnelle. Hein. Je me rends compte que parfois c'est un peu... Tout à l'heure, j'ai repris un spectacle de Dieudonné. Je ne vais pas assister à des spectacles de Dieudonné régulièrement. De ce point de vue-là, je vous parle du contentieux. Et cet élément-là par rapport aux opinions, c'est que on peut avoir pour opinion, et on va dire qu'on avait quand même dans l'élection présidentielle une belle représentation politique de ce mouvement de pensée raciste. On peut avoir une opinion qui est une opinion intolérante, raciste, antisémite, négationniste, voire même adhérer à des thèses qui vont être des thèses terroristes, le cas échéant. C'est pas quelque chose, il n'existe pas en France de délit d'opinion. Et il ne saurait en exister. Là où il peut exister des délits, des incriminations très spécifiques, c'est par rapport à l'expression. Donc on peut parler d'une liberté d'opinion qui est totale, mais par rapport à l'expression. Cette terminologie-là, cette pensée-là, dans la façon dont elle s'exprime, elle est susceptible de revêtir justement ces aspects qui ont trait à constituer une infraction. J'ai le temps pour juste un exemple sur le négationnisme. Juste un exemple sur le négationnisme. Sur le négationnisme, c'est le fait ici de nier de nier la Shoah. La jurisprudence a dit c'est la même chose de nier que de faire une minoration outrancière. On voit les négationnistes pendant toute une période, justement, lorsqu'ils remettent en cause, ils vont le faire de façon très insidieuse pour finalement tomber sous le coup de la loi pénale, dire je ne dis pas que ça n'a pas existé, je dis que la plupart des personnes qui sont décédées des conditions d'hygiène déplorables dans les camps, sans évoquer la solution finale. C'est une forme de négationnisme. Ça a tombé sous le coup de la loi pénale. Et puis, on a une façon de contourner les poursuites. Alors là, par contre, on est véritablement... Bon, je vais utiliser l'arrêt de la Cour de cassation en anonymisant la décision, parce que c'est la règle en la matière. Vous avez vu tout à l'heure, je n'ai pas prononcé le nom du maire de Montpellier, Georges Frêche, bien évidemment, à des fins politiques. On a Bruno G., qui s'est anonymisé de cette façon-là, hein, qui est professeur à l'université de Lyon 2, ça je crois que je peux le dire, ici, qui est représentant d'un parti, pareil, je vais appeler par les initiales de ce parti, parce que je ne peux pas dire le nom du parti, puis il y a aussi anonymisé, parce qu'il est poursuivi, donc FN, qui tient des propos qui sont les propos suivants, et on ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, je ne dis pas que les personnes sont décédées, je dis simplement que les historiens devraient pouvoir en débattre, et le cas échéant, pouvoir discuter de leur existence ou du nombre de morts effectués. Mais je ne dis pas, moi-même, que les chiffres donnés sont faux. En faisant ça, il ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Il utilise des éléments de langage pour parvenir à ça. Alors comment ça a fonctionné? On est allé jusque devant la Cour de cassation en la matière. Il a tenu ses propos lors d'un meeting où il y avait très peu de personnes. Ça a fait parler du meeting, donc il y a une publicité. Par la suite, lors des différents types de poursuites, lorsqu'on arrive devant la Cour de cassation, on était lors de nouvelles élections, il a pu assurer, lui et le parti en question, justement cette revendication en disant « Regardez, on est systématiquement harcelé, poursuivi judiciairement, alors même qu'on n'est pas du tout négationniste, vu qu'on n'a pas été condamné de ce point de vue-là. » C'est une technique qui est très fréquemment utilisée en la matière. Pourquoi? Parce que les poursuites sont justement très fréquemment exercées et que les délinquants, lorsqu'ils sont malins, là on est quand même face à un délinquant qu'on va qualifier de malin, d'intelligent, savent très bien quoi faire exactement comme formule de langage pour éviter de tomber sous le coup de la loi pénale et arriver justement à tenir de tels propos. Alors moi, je voudrais rebondir juste sur ce que vous venez de dire par rapport à un candidat à la présidentielle qui, lui, donc, comme il a été condamné, ne dit pas qu'il n'a pas été condamné, mais attaque la loi Pleven. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure.
Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur cette technique politique. Sur le, vous voyez, c'est assez malin. Les aspects, c'est-à-dire, sont sur des éléments de terminologie. C'est-à-dire que de façon générale, on va être sur un aspect qui est un aspect d'ordre général. C'est-à-dire que toute personne a des droits et on a la possibilité de faire des recours contre une disposition législative. Hein, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, pour remettre en cause leur constitutionnalité, discuter de leur constitutionnalité. Par rapport au négationnisme, bon, la constitutionnalité du droit existant a été établie avec ses limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà en matière de négationnisme et étendre à d'autres génocides. À ce titre-là, lors d'un colloque, justement, j'avais Enfin, c'est justement cet aspect qui est totalement délicat par rapport à la loi pénale, je vous ai dit, qui remplace la morale. On avait un colloque comme ça, de ce point de vue-là, une table ronde, avec des gens qui paraissaient très bien hein, autour de cette table ronde. Je parle du négationnisme, on portait des casques, donc des gens intervenaient, etc., avec un traducteur. Et à un moment donné, je sens un malaise avec le traducteur, donc je retire mon casque, la personne qui s'exprimait en anglais, donc j'essaie de comprendre, j'ai fait une thèse en droit comparé, donc j'essaie à un moment donné de comprendre. Et il développe une thèse qui est une thèse négationniste, mais qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale par rapport au génocide hutu. C'est la thèse du double génocide. Et les différentes personnes, on n'avait pas justement quelqu'un aussi brillant que vous, Siam, c'est-à-dire comme ça, comme modérateur. Donc je lui tends un petit papier en disant stop, attention, enfin il y a un truc qui se passe, c'est intolérable tel propos. J'ai fini par couper le sifflet de l'intervenant, en moi-même intervenant dessus, en disant ce sont des propos qui revêtent un caractère négationniste et qui tombent, de ce point de vue-là, pas sous le coup de la loi pénale, mais justement d'un délit civil, le cas échéant, pour engager la responsabilité. Et c'est aussi révoltant de le dire que de remettre en cause ces différents éléments. La thèse du double génocide, par exemple, c'est une thèse qui permet de pénoriser complètement ce qui a pu se passer. Il y a un génocide qui a eu lieu. Le fait de dire il y a un double génocide, c'est finalement dire bon, c'est un peu comme France-Croatie, tu vois. Vous voulez qu'on parle de football. Elle voulait qu'on parle de la banderole anti-ch'ti, par exemple, par rapport aux Bretons. Enfin bon, peu importe. J'enseigne dans le Nord, donc je ne parle pas de ces choses-là. Donc voilà, c'est un petit peu cet aspect-là, de dire finalement c'est un match nul. Il y a génocide de ce côté, génocide de l'autre côté. C'est pas si grave que ça. Vous voyez, on terrorise complètement cet élément-là. C'est le début du fondement, justement, pour remettre en cause ces éléments. Je me suis complètement perdu dans votre question. Oui, donc il y a cet élément-là. Donc par rapport à ça, on n'a pas pu étendre les génocides ni au génocide rwandais, ni non plus au génocide arménien, alors que c'était une promesse de campagne à un moment donné d'un candidat malheureux, on va dire, Nicolas Sarkozy. Ouais, à l'élection, bon. Et on a cet aspect politique, c'est-à-dire que lorsque concrètement je soulève une QPC, je remets en cause la loi, ça se présente sous la forme d'une exception de procédure. Donc avant tout débat, je dis voilà, je soulève l'inconstitutionnalité de tel dispositif. Et comme je vous ai dit, en la matière, il faut pouvoir discuter de ces éléments. Ça permet de remettre en cause la loi, donc la question sera tranchée par le Conseil constitutionnel après un certain délai, et ça reviendra. Mais quand vous êtes dans une élection politique, c'est politiquement très malin de le faire. J'ai été poursuivi, mais ça m'a permis de remettre en cause justement la légitimité de la loi, et je donne justement le nom du promoteur de la loi Perben, justement une personne qui fait en sorte qu'on ne puisse pas s'exprimer librement. Je me pose non plus en prévenu, ce que je suis juridiquement, mais en chantre de la liberté d'expression. C'est une posture politique. Et donc judiciairement, par la suite, on aura une réponse. La réponse sera très certainement par le Conseil constitutionnel de dire non, la loi est parfaitement constitutionnelle, et par la suite, ici, ça revient devant la juridiction qui pourra à ce moment-là statuer sur le fond. Et le cas échéant, pouvoir condamner. Merci. On prendra des questions peut-être à la fin. Je vais donner la parole à Madame Gagné, qui va nous présenter les aspects pédagogiques plus précis que vous pourrez utiliser avec vos élèves. Parce que, en fait, comme on a tous un rôle éducatif et que ça peut concerner tous les programmes, je pense que ces éléments sont transversaux et sont utilisables. Et puis, c'est un développement de la culture juridique qui me semble important. Merci beaucoup. Et je remercie vraiment l'équipe de la DGESCO d'avoir mis le droit comme objet éducatif et comme champ scientifique
qui existe dans les lycées. Alors peut-être que ça, c'est quelque chose que dont vous n'avez pas forcément conscience, mais 35% des lycéens en voie professionnelle ont du droit, notamment tous les bacs qui relèvent de l'économie-gestion. Au niveau de la voie technologique, on a finalement les 70 000 premières STMG et les 70 000 terminales STMG qui ont du droit aussi. Et on a les 26 600 dans la voie générale qui pratiquent droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous fait quand même 17,5% des jeunes lycéens, toutes voies confondues, qui ont un enseignement de droit. Juste, je dis ça parce que souvent on voit le droit qu'à partir de l'université. Et si on a voulu mettre le droit, j'irais dans les lycées, quand on regarde tous les programmes, et là je rajoute même l'EMC, puisqu'on a aussi certains points de l'EMC qui, même si ce n'est pas dit explicitement, reposent sur le droit, on trouve 3 invariants. Les 3 invariants, c'est de participer à la formation de l'élève pour en faire un citoyen éclairé. Donc ça, c'est un objectif qui est affirmé partout. De développer leur sens critique et leur responsabilité, et puis de faire partager des valeurs de l'État. Dans tout ce que j'ai assisté là, finalement, presque à un magnifique cours de droit qu'on pourrait voir dans des classes avec tous les éléments. Et je ne vais faire que reprendre un petit peu tous les éléments qui ont été donnés par mes 2 interlocuteurs parce que finalement, j'ai tous les fils qui sont donnés. Premièrement, le droit n'est pas automatique. Vous l'avez vu, il vient d'une histoire. Et puis, ce que je vais reprendre avec la qualification juridique, ce n'est pas juste quelque chose d'automatique. Il faut que cela rentre dans une logique, et c'est la logique du droit. Donc souvent, on entend chez les jeunes « Ah, mais ce n'est pas juste », parce qu'on ne comprend pas finalement d'où vient le droit. Donc le droit, il est là pour poser un cadre, et comprendre ce cadre, c'est important parce que ça permet justement d'agir en tant qu'adulte responsable et citoyen, mais ça permet aussi de comprendre toutes les déviances, et je vais utiliser ce terme-là, dont on vient d'entendre, et les subtilités d'utiliser le droit à des fins détournées. Et comme tous ces faits se retrouvent médiatisés sur les réseaux, dans la presse, sur les ondes radio, dans tous les canaux, il faut qu'on puisse donner à nos jeunes des bases qui leur permettent de décrypter justement tous ces mécanismes et de leur donner ce sens critique. Alors, le droit, donc, c'est un objet et c'est un champ scientifique dont on peut s'emparer pour ces 3 objets. Dans tous les programmes, on peut trouver, à mon sens, 3 entrées qui peuvent permettre de traiter de la lutte contre le racisme et de la lutte contre les discriminations. Vous avez à chaque fois quelque chose qui va tourner autour du bloc de constitutionnalité. Donc ces textes fondateurs, on y trouve la Constitution de la Ve République, mais on y trouve aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a cité tout à l'heure le préambule de la Constitution de 1946 et puis la Charte de l'environnement. Ce sont 4 textes qui vont donner des principes qui sont au-dessus de tout, qui se retrouvent comme qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas aller contre. Je dirais, tous les textes de niveau supérieur ne pourront pas aller contre ces principes. Dans ces principes, vous avez les hommes naissent libres et égaux en droit, par exemple. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ce que quelquefois on transforme dans le langage populaire, ne fais pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Mais derrière, ça ne vient pas juste de la coutume, ça vient d'un texte. Ou ça peut être aussi, elle, par la France, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ça, c'est une partie de l'article 1 de la Constitution. Et puis, on vient de vous citer le préambule de la Déclaration de 1946. On est là sur des principes, et déjà par ces principes-là, on peut commencer à se poser la question de la lutte contre le racisme et de l'antisémitisme. Voilà, ce sont des comportements, des propos qui vont à l'encontre de ces principes. Après, vous pouvez avoir une entrée par ce que j'appellerais les fondements du droit. À quoi ça sert en fait le droit ? Et si on pouvait vivre sans droit ? C'est toujours quelque chose qui vient assez facilement dans une classe. Le droit, c'est s'organiser la vie en société, c'est la réguler, mais c'est aussi traduire des valeurs collectives.
Et dans la traduction des valeurs collectives, le droit, c'est un objet vivant. Il a une histoire. Les lois n'apparaissent pas comme ça, juste parce qu'on a envie qu'elles apparaissent. Elles apparaissent parce qu'il y a un besoin social qui arrive. Et donc là, on a toute la notion de la jurisprudence, des évolutions du droit qui va faire évoluer le droit. Et là, c'est important. Moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qui se passe dans l'exposé des motifs. Alors, c'est souvent quelque chose qu'on connaît mal, mais quand vous voyez le dossier d'une loi, vous avez toujours un texte, plus ou moins long, qui va vous donner, en fait, pourquoi on va légiférer. Qu'est-ce qui a motivé cette législation ? Quelquefois, on trouve des considérations historiques, quelquefois, on trouve des considérations sociologiques, mais ça donne du sens à cette loi. Et donc, moi, je vous invite vraiment à vous emparer de cela comme une ressource pédagogique. Et puis, surtout, vous avez, une fois que le droit est fait, c'est la règle de droit, elle est abstraite et obligatoire. Et juste après, on se situe comme citoyen de droit. Il y a le droit objectif, l'ensemble des règles. Et moi, comme personne juridique dans ce droit, j'ai des devoirs et j'ai des prérogatives. Et quelles sont, en fait, les prérogatives et mes devoirs que j'ai en tant que citoyen ? Et vous pouvez faire, j'irai dans une classe, de manière très vite, prendre un texte, et parce qu'ils auront des situations différentes, ils vont se trouver avec des prérogatives ou des obligations données par un texte de loi qui vont être différentes. Ils n'habitent pas au même endroit, ils n'ont pas le même âge, vous allez avoir majeur-mineur au niveau du lycée. Vous allez avoir, est-ce que certains ont un travail à côté ou pas ? Et vous pourrez très vite illustrer qu'on est citoyen de droit et qu'on a ses prérogatives, mais aussi des obligations. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, vous avez des entrées qui sont thématiques. Et là, on va les retrouver en fonction des programmes. Mais si on prend droit et grands enjeux du monde contemporain, donc il y a un enseignement optionnel qui a pour objet de croiser effectivement des thématiques de droit, mais de voir comment le droit s'en empare au regard de ce qui se passe dans la société. Ben, vous avez des questions qui sont données et des thématiques très claires. Égalité et lutte contre les discriminations. Et on pose la question, par exemple, qu'est-ce que le principe d'égalité ? Vous avez également la responsabilité est-elle une conséquence de la liberté des individus ? Là aussi, vous pouvez rentrer sur ce champ-là. Ou, plus détourné, peut-être, on rentre dans le numérique, on ne l'a pas abordé là, mais la protection des données personnelles. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Dont on les met à disposition sans même se rendre compte que l'on met à disposition des données personnelles à des personnes privées, là aussi, il y a des vrais enjeux. Alors, vous voyez, des thématiques que l'on peut, des entrées qui existent un petit peu partout. Mais après, surtout, dans le droit, il y a aussi des méthodologies qui permettent de passer, je dirais, d'une connaissance un peu théorique, et c'est ce que vous avez vécu tout à l'heure au moment des questions, à finalement incarner le droit et comprendre comment il va s'appliquer. Tout à l'heure, vous avez posé des questions à M. Benilouche qui relèvent de la qualification juridique. Et si, finalement, il avait dit ça ? Et si on s'était adressé à, finalement, des personnes privées ou des personnes données ? Et si ça c'était dans la sphère privée, pas dans la sphère publique ? Cette qualification juridique des situations, c'est essentiel dans l'éducation d'un jeune citoyen. Qu'est-ce que c'est que la qualification ? En fait, c'est appréhender une situation de la vie courante à travers un prisme et des mécanismes juridiques. Donc, on regarde un événement et on regarde si cet événement, il est susceptible d'entrer dans une catégorie juridique qui est explicitement définie. Et tout à l'heure, M. Benilouche vous l'a très bien dit, il vous a donné les limites de pas mal de points et d'infractions et de délits en vous disant si on ne s'attaque pas à une population, s'il n'y a pas des conséquences, il ne pourra pas y avoir discrimination, à titre d'exemple. Ça, c'est la qualification. Et donc, ça permet de comprendre à un jeune que face à une situation, si elle ne rentre pas exactement dans les données du droit, eh ben, on comprendra à ce moment-là pourquoi ça ne peut pas être condamné. Il peut y avoir une action en justice, mais pourquoi le résultat ne sera pas peut-être celui que l'on espère au niveau individuel,
mais ça lui donne une clé de lecture pour dépister justement des comportements où on va utiliser le droit, le détourner, pour l'amener finalement à des fins de racisme et d'antisémitisme. Et de se donner finalement bonne conscience, quand je dis se donner, ce sont les personnes qui sont dans cette logique-là, on ne m'a pas condamné, donc si on ne m'a pas condamné, ça veut dire que ce que j'ai dit est tout à fait entendable. C'est leur donner ces clés de lecture-là. Le deuxième point, c'est l'objet de la preuve. La preuve, il faut qu'il y ait un objet clair, il y a une charge de la preuve et il y a les procédés de preuve. Quelquefois, on a des discriminations, mais la question, ça va être justement comment on les prouve. Et pour certains d'entre vous, moi j'ai vu dans des classes, des jeunes qui m'ont dit, parce que j'avais eu mon cours de droit, finalement, j'ai été plus attentive ou plus attentif à une embauche et je me suis prémunie en demandant des écrits et je me suis prémunie en entendant des choses. C'est-à-dire que comme ils sont conscients qu'ils vont devoir prouver, du coup ils vivent la situation autrement, avec un autre regard. Et là aussi, ça fait partie de l'éducation à la citoyenneté. Et puis vous avez tout ce qui relève de l'analyse des décisions de justice, qui sont une mine d'or là-dessus. Voilà, la Cour de cassation qui va définir ce que ce n'est pas que la race, ou qui va définir ce que va être une discrimination, qui va élargir le champ des discriminations. Donc ça, vous avez des choses. On peut également, alors Cour de cassation, oui, mais on peut se retrouver sur du premier degré ou du second degré, cacher la fin, et au vu des éléments qui vous sont donnés, qu'est-ce que vous allez conclure? Ou autrement, qu'est-ce que cette décision va avoir comme conséquence? Ou quel est l'enjeu de cette décision? Donc vous voyez, des moments où vous allez être amené à faire réfléchir vos élèves sur finalement la portée d'une décision de justice. Vous pouvez également simuler des procès. Parce que quand on simule un procès, on a la situation de départ, vous répartissez vos élèves, la défense, l'accusation. Quand on est en pénal, je vous conseille quand même de rester quand même magistrat. C'est peut-être important pour réguler la parole. Quoique, vous pouvez donner aussi ce rôle à un de vos élèves. Ils vont préparer par écrit et ensuite on voit comment ils l'expriment. Et effectivement, tout à l'heure, on dit, quand on nous demande est-ce qu'on est raciste, en règle générale, on dit non. Mais quand on commence à s'exprimer, quelquefois, il y a des dérapages qui peuvent être vus. Et c'est rarement quand on s'exprime qu'on voit ces petits dérapages, c'est quand on est observateur. Et vous voyez que dans une classe, entre ceux qui vont simuler quelque chose et ceux qui vont observer, il y a plein de points qui peuvent être repérés. Même chose sur des débats. On a un débat on prépare des arguments pour, on a un débat, on prépare des arguments contre. Vous, au milieu, il y a plein de pratiques d'animation. Vous vous mettez au milieu, puis tout d'un coup, vous dites c'est un tel et un tel qui reprend la chose. Il y a plein de techniques. La DGESCO a fait très bien ça. Mais ce qui est important, derrière, c'est de voir comment ils vont s'en emparer et quelquefois comment, dans le feu de l'action, vous allez identifier, si vous êtes bien attentif, et eux vont être attentifs, là aussi, une tendance. Et le droit pourra revenir et vous pourrez vous en ressaisir ensuite par derrière. Parce que quand on est posé là dans notre amphi, très bien, mais vous allez au bar PMU du coin, enfin ici peut-être pas, mais quand vous franchissez le périph', vous voyez, que vous allez en province, et ben on n'entend plus tout à fait, c'est plus tout à fait le même registre. Et quelquefois, et ben ce sont ces dérapages de la vie quotidienne qu'il faut être capable d'identifier et d'amener à prendre du recul et à réfléchir dessus. Parce que ces dérapages de la vie quotidienne, à terme, font effectivement des discours comme on a pu en entendre dans la campagne qui vient de s'écouler. Voilà, moi, ce que je voulais vous donner comme perspective, mais ce que vous avez vécu tout à l'heure dans les questions, on était en plein dedans. Voilà. Et donc, de croiser ce regard du droit, de l'histoire, mais également de la sociologie, ça vous permet tout simplement de faire comprendre à vos élèves la société dans laquelle ils vivent. Voilà. Merci beaucoup.